Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 19-20. Dans les Alpes, nous irons aux Assises de l'Isère pour la 12e journée du procès de la rixe d'Échirolles. Une audience consacrée à l'autopsie de Kevin et Sofiane qui confirme l'extrême acharnement dont ils ont été victimes. État d'urgence au mode d'emploi, les maires des communes de la Savoie ont été convoqués par le préfet afin de répondre à leurs interrogations sur la mise en œuvre de l'état d'urgence et de prévention et de définir les spécificités du département. Et puis après 13 années passées au Palais des Sports de Grenoble, le Festival international du cirque renaît à Voiron en Isère. Le chapiteau a été installé au Parc de la Brunerie. Dernière mise au point pour les artistes avant la soirée d'ouverture prévue jeudi. Juste après ce journal des Alpes, vous retrouverez Carole Gessler pour une édition nationale entièrement consacrée à l'assaut qui a été lancé en pleine nuit par une centaine de membres du RAID et du BRI. Des policiers d'élite habitués à des opérations dangereuses qui ont dû faire face à un groupe d'individus déterminés et lourdement armés. Fusillade, lancement de grenades et même une femme kamikaze qui s'est donné la mort en actionnant sa ceinture d'explosifs. Le 12e jour du procès des meurtres de Kevin et Sofiane. Aujourd'hui, la cour d'assises examinait les rapports d'autopsie des victimes. À la barre, les médecins légistes qui ont démontré à quel point les meurtriers présumés se sont acharnés sur les deux jeunes hommes. Jean-Christophe Solari, Vincent Abran. C'était au départ une embrouille, ce fut bien au final un lynchage. Les mots qui ont résonné ce matin dans la salle d'audience sont durs. Coups de couteau, tirs de pistolet à grenaille, coups de marteau à la tête. Leur nombre donne le vertige. 31 coups de couteau sur tout le corps ont été relevés par les médecins légistes sur Sofiane Tadbir. Des coups portés essentiellement sur les bras et les jambes. Sofiane était donc, semble-t-il, à terre ce soir-là, tentant de se protéger comme il le pouvait des coups qui pleuvaient. Kevin Noubissi a reçu 8 coups de couteau. Lui aussi tentait de protéger sa tête avec ses bras quand il a reçu un coup mortel au poumon. Il était en position de défense en effet. Et c'est ce qui a malheureusement entraîné la levée de son bras qui a permis justement d'entraîner ce coup qui est porté au niveau de l'aisselle pratiquement. Et ce matin, les médecins légistes ont été très clairs. Plusieurs armes ont été utilisées. Y avait-il un sabre, comme cela a été évoqué au cours de l'enquête? Nul ne l'affirme, les armes n'ont pas été retrouvées. On a ensuite tout un ensemble de lésions qui sont commises selon l'expert par une arme blanche, par des armes blanches, mais il est impossible de déterminer quel est le nombre d'armes blanches qui ont pu être utilisées pour commettre ces lésions. Une journée durant laquelle les familles de Kevin et Sofiane ont encore fait face. Elles ont affronté la dureté des faits, l'énumération des coups, les débats entre avocats autour des armes employées. Avec l'espoir qu'au terme de ce long processus, la vérité jaillisse enfin, que les auteurs des coups mortels assument enfin leurs gestes. Car le père de Sofiane nous l'a dit cet après-midi, 2 innocents sont morts, mais il ne veut pas que des innocents soient condamnés. Par ailleurs, 2 hommes ont été interpellés, mis en garde à vue hier après-midi par les enquêteurs de la PJ de Grenoble. 2 interpellations à propos de l'enquête sur le meurtre de Guillaume Bianchini, tué par balle à Gières en Isère. C'était le 14 octobre dernier. Et puis une nouvelle série de perquisitions préventives sur tout le territoire. La nuit dernière, dans notre région, un homme a été interpellé à Fontaine en Isère et placé en garde à vue. Une arme et des cartouches ont été découvertes à son domicile. Les précisions sur notre site France 3 Alpes. À la demande du président de la République, les préfets réunissent les maires de leur département pour leur exposer la mise en œuvre de l'état d'urgence. C'était le cas aujourd'hui à Chambéry. En Savoie, les mesures de sécurité doivent tenir compte de particularités comme l'afflux de touristes en hiver et les points de passage à la frontière. Xavier Schmitt, Jean-Pierre Rivet. Une minute de silence est observée en hommage aux victimes des attentats de Paris. C'est ainsi que commence la réunion entre le préfet de la Savoie, les responsables des services de l'État et les maires. Sur 305 communes, quelques 130 maires sont présents pour être informés sur l'état d'urgence. L'intervention du préfet et de ses services nous a non pas rassurés au niveau de la sécurité, mais nous a fait comprendre qu'on n'était pas seul, que les décisions qui sont à prendre seraient partagées entre les maires avec les fonctionnaires de l'État pour qu'on puisse appliquer les meilleures mesures possibles. L'état d'urgence comprend des mesures comme la possibilité de perquisition nuit et jour ou d'interdiction de circulation. Pour la Savoie, la vigilance implique des particularités comme les contrôles à la frontière franco-italienne ou la sécurité des touristes en hiver. Mais la vie doit continuer.
il ne faut pas paralyser l'activité, que ce soit l'activité économique, bien sûr, l'activité intellectuelle, l'éducation nationale, mais également ce qui est vie culturelle, rencontres sportives. Les maires interrogés accueillent avec satisfaction l'annonce du président de la République, le soutien de l'État aux polices municipales qui pourront être équipées avec des armes de la police nationale. Les polices municipales jouent un rôle de sécurité de proximité en lien avec le maire. D'apporter des éléments complémentaires à leur armement et à leur protection me semble être une décision importante et une bonne décision. Le projet de loi prolongeant l'état d'urgence pour 3 mois sera soumis jeudi et vendredi au vote des parlementaires. Voilà les frontières en question sur nos 3 départements. À ce propos, nous recevons en direct de Chambéry Patrice Arnaud. Bonsoir. Vous êtes co-secrétaire du syndicat solidaire Douane de Chambéry. Alors vous avez entendu que l'État prévoit 1000 postes en plus pour cette lutte antiterroriste. Est-ce suffisant selon vous ? Alors, comme l'ensemble des Français, nous avons appris la nouvelle, une bouffée d'oxygène, puisque notre administration est particulièrement frappée par les suppressions d'effectifs. Depuis 2005, nous avons perdu 5000 agents, un agent par jour. Donc, cette création de 1000 emplois, en fait, c'est peut-être aussi déjà un effet d'annonce, puisque sur ces 1000 postes, 500 seront effectifs, 500 seront créé par un subtil passage de non-suppression d'emplois des années 2016 et 2017, c'est-à-dire 250 et 250. Donc de création d'agents actifs en tenue ne seront retenus que 500 postes en fait. En réalité. Donc vous persistez à dire que le manque de moyens humains notamment et matériels est toujours réel pour vous. Donnez-nous un exemple concret de ce manque de moyens, quelque chose qui puisse illustrer. Alors, nous souffrons par exemple de manque de moyens. Nous avons un outil merveilleux qui a été mis en avant par les médias en son temps, qui est le scanner mobile. Le scanner mobile, nous disposons actuellement sur le territoire national de 4 camions opérationnels, scanner mobile. 2 sont uniquement opérationnels puisque 2 autres ont été sédentarisés pour pallier au déficit de certains postes fixes au Havre et à Fos-sur-Mer où les anciens sont tombés en panne. Donc, quand on sait que les Russes disposent de 45 camions scanners mobiles, on est loin du compte pour effectuer des contrôles qui lèvent immédiatement le doute sur les poids lourds et les véhicules légers. On est aussi loin du compte de la surface de la Russie par rapport à la nôtre. Alors, manque de moyens matériels et manque d'effectifs, on vous entend bien, Patrice Arnaud. On va aller voir ce qui se passe chez vos collègues suisses pour savoir comment les douaniers s'organisent à leurs frontières. Et on se retrouve juste après ce reportage de Serge Vorette et Dominique Semet. La circulation est fluide en ce milieu d'après-midi à la plus grande douane franco-suisse de Haute-Savoie. Ici, 15 000 véhicules transitent tous les jours et si dans un premier temps il s'agissait de se montrer pour rassurer la population, les gardes frontières, en coopération avec les autorités françaises, ont maintenant opté pour une stratégie tout autre, devenir invisible mais bien présent. Il va y avoir beaucoup de patrouilles mixtes, terrestres, avec les différentes autorités françaises et suisses, intra-suisses, intra-françaises, et qui vont nous permettre également de faire des patrouilles mixtes aériennes aussi, dans tous les sens des trafics, et on en fera autant qu'il sera nécessaire d'en faire. Mixité, voilà donc le mot d'ordre dans la zone frontalière et cette mixité, c'est l'ADN d'un lieu particulier. Un lieu discret en bordure de l'aéroport de Genève, c'est le Centre de coopération policière et douanière, le CCPD, un lieu où transitent depuis 2002 toutes les informations susceptibles de faire avancer une enquête entre la France et la Suisse. Je peux donner annuellement un chiffre de 18 000 requêtes par an qui sont faites de part et d'autre de la frontière. Mais actuellement, ce que l'on ressent, c'est un plus grand nombre d'interrogations et surtout, ce qui nous intéresse, des déclarations de citoyens français comme suisses pour donner des éléments, des renseignements que l'on répercute immédiatement à nos offices. D'un côté, une présence humaine discrète mais qui se veut efficace. De l'autre, l'échange d'informations, le renseignement, tous les symptômes d'une période extrêmement tendue auquel les autorités de part et d'autre de la frontière préfèrent le terme de concentré. Alors vous avez bien entendu, monsieur Arnaud, les Suisses semblent avoir des moyens qui semblent leur convenir et surtout, ils évoquent beaucoup la collaboration avec le territoire français, les douanes françaises.
Alors, je profite de l'occasion pour à nouveau reparler des effectifs. Nous luttons contre un plan stratégique douanier qui vise encore à réduire les effectifs. La douane suisse, le corps des gardes-frontières, compte 2000 agents pour un territoire qui est nettement plus petit que le nôtre. Nous avons actuellement sur le sol national 8000 agents en tenue, dont 10% sont déjà affectés sur les zones d'Orly et de Roissy. Donc 8000 agents en tenue. Ces postes qui vont être affectés, vous les souhaitez plus sur les postes fixes ou sur ce qu'on appelle la douane volante, qui enquête davantage, on va dire? Il est nécessaire, selon notre avis, de renforcer le contrôle aux postes frontières que sont, par exemple, pour la direction de Chambéry, Chamonix et Modane. Les brigades de Grenoble et Montmélian travaillent en amont et en renfort des contrôles qui sont effectués sur les points sortis ou entrées. Un petit mot aussi sur la collaboration avec l'Italie, autre frontière avec la France ici. La collaboration se déroule comme vous le souhaitez avec les Italiens? La chaîne du renseignement s'effectue de manière parfaite, puisqu'en effet, nous communiquons à nos collègues, aux autorités italiennes, et eux font de même, certaines données sur des individus ou des marchandises qui sont mises en attente ou contrôlées. Un dernier mot aussi sur les camions, le transit en camion, ces camions à surveiller qui viennent d'un peu tous les pays d'Europe. Est-ce que vous avez là les moyens de les contrôler tous de manière efficace ou est-ce qu'on rate des coups? Alors, il faut savoir que l'A43 et l'A40, qui se dirigent donc vers les tunnels du Fréjus et de Mont-Blanc, sont un point de passage avec un trafic journalier de plus de 850 camions par jour. Les contrôles ne peuvent donc être effectués. Je reviens donc à la nécessité d'avoir des scanners mobiles fixes ou mobiles, pourquoi pas, et évidemment un effectif humain plus conséquent, puisqu'il faut savoir qu'un camion contrôlé, c'est au moins 3 heures de personnel, j'allais dire, mis en œuvre pour la levée de doute, c'est-à-dire sur le contrôle des marchandises et les contrôles documentaires. Merci à vous, Monsieur Arnaud, d'avoir répondu à nos questions. Merci. En direct de notre bureau de Chambéry. Merci à vous. Direction le Vercors, à présent, avec l'inquiétude et la colère des habitants de Lens-en-Vercors. Ils dénoncent le projet d'installation d'une antenne Wi-Fi sur la commune. Principale crainte, leur santé. Nicolas Elandalouci et Franck Serroni. Donc c'est là-bas là, que ça va être installé, là, un pylône de 12 mètres de haut en métal. Un pylône avec une antenne Wi-Fi à proximité de chez elle le long de ce chemin. Sophie n'en veut pas. Comme d'autres riverains, elle dénonce une opération commerciale qui pourrait avoir des conséquences sur la santé des habitants. L'antenne serait en effet implantée à proximité immédiate d'une crèche. On sait que les ondes Wi-Fi sont certainement cancérigènes, créent des problèmes au cerveau, notamment chez les jeunes enfants. Moi, je demande que les maires organisent des réunions publiques d'information et de concertation avec les habitants et qu'on sache vraiment à quel taux les gens vont être inondés d'ondes, où vont être implantés les pylônes relais, parce qu'aujourd'hui on ne le sait pas. Des installations d'antennes comme celle prévue ici, il y en a déjà eu plus de 300 dans l'Isère en un an. Conséquence d'un vaste projet de modernisation du réseau pour équiper les communes mal desservies par la DSL. Une opération soutenue par la communauté de communes du massif du Vercors. Je ne sais pas si l'antenne doit vraiment être à cet endroit précis ou si elle peut être déplacée de quelques dizaines de mètres. Je ne sais pas, je ne suis pas technicien et rien ne sera fait, bien évidemment. Aucune décision ne sera prise sans que toutes les personnes concernées soient largement associées. Les mots rassurants des élus suffiront-ils à calmer l'inquiétude des riverains ? Pas sûr. En 2009, les opposants aux installations d'antennes Wi-Fi avaient obtenu l'annulation de 187 projets d'implantation dans la Drôme et en Ardèche. Et en attendant la neige prévue ce week-end en abondance, c'est l'heure des derniers préparatifs pour les stations. Concurrence oblige, elles ne lésinent pas sur les investissements pour se démarquer. À Manigot, en Haute-Savoie, 7 mâts d'éclairage ont été installés cet après-midi pour faire de la station le plus grand domaine skiable de nuit en Savoie-Mont-Blanc. C'est une opération d'une grande précision. Ces mâts d'éclairage de près d'1 tonne sont transportés et installés sur le domaine skiable, le long d'une piste bleue. Une course contre la montre, à peine 4 minutes pour chacun des 7 pylônes.
faut être rapide, il faut être organisé et essayer de faire en sorte que rien ne soit oublié. On met en place du matériel avec un niveau de consommation le plus faible possible, avec un ratio consommation d'énergie, niveau d'éclairement optimum. Un dispositif d'éclairage qui va permettre à Manigo d'élargir son offre de ski nocturne. La petite station familiale passe de 4 à 7 pistes accessibles de nuit. 6,5 km est le titre de plus grand domaine nocturne de Savoie-Mont-Blanc. Le pari, attirer les skieurs au coucher du soleil entre 17 et 21 heures. Se démarquer, innover, proposer des services nouveaux, proposer des choses ludiques, c'est complètement fondamental dans notre activité. Ça nous permet de continuer à exister. Et sur une station comme Manigo, qui bénéficie d'un grand domaine ski à Brolier, avoir notre propre activité, notre propre point singulier, c'est vraiment très important. Avec 100 000 entrées enregistrées à la nuit tombée l'an dernier, la station a bon espoir de trouver sa clientèle. Et le pari va encore plus loin cette saison avec la possibilité de privatiser le domaine nocturne. Entreprises, familles ou groupes d'amis pourront s'offrir une soirée de ski à la Belle Étoile. Voilà pour ce reportage de Marion Feutry et Maxime Kemener. Depuis 6 ans, à Grenoble, l'école de la deuxième chance a reçu près d'1 millier de jeunes déscolarisés en stage. Le 2C, comme on l'appelle, leur a permis de construire un vrai projet professionnel. Cette structure encore méconnue organise ses portes ouvertes demain. Et aujourd'hui, Jean-Christophe Pain et Dominique Semet sont allés à la rencontre des stagiaires. Bonjour. Ouais, ça va. Ça va. Alors, ça se passe les vacances? Ce sourire, cette énergie égaye les vieux jours de sa mère. Faiza s'occupe d'elle depuis le décès de son père. C'est dire le poids de ce premier emploi. Mes amis, ils ont dit comment t'as trouvé le travail comme ça à Carrefour. J'ai expliqué, bien sûr, faire des stages. Tu vas bien parler avec les clients. Franchement, il faut les responsables qui font confiance à toi. Et dans la grande distribution, on ne fait pas confiance si facilement. Faiza a décroché son CDI grâce à l'école de la deuxième chance. Stage, formation d'1 an en magasin, CDD de plusieurs mois. Au rayon alimentation, justement, Susanna fait ses preuves. Le chocolat, regarde, tu prends la douche, hop. L'école lui a permis de trouver ce qu'elle voulait faire de sa vie. De la santé, son projet a évolué vers la pâtisserie. Il m'a donné la chance de savoir qu'est-ce que j'aime bien faire pendant ma vie. Parce qu'il faut toujours aimer qu'est-ce qu'on fait. Moi, je savais au début que le métier d'agent de service hospitalier, je ne pourrais pas le faire pas toute ma vie, mais la pâtisserie, je trouve que oui, c'est quelque chose qui ça change. Susanna et Faiza ont suivi leur formation ici, à l'école de la deuxième chance, comme Aurélie, qui passe son grand oral aujourd'hui. Donc en fait, vous avez un peu le plan B, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Mon plan B, c'est le CAP esthétique que j'aimerais. Les stagiaires, rémunérés environ 300 € par mois, ont entre 18 et 25 ans, déscolarisés depuis plus d'1 an. Dans cette école, on va construire un projet professionnel à nous, on va le créer nous, en faisant des stages, en voyant quel métier nous plaît le plus, quel métier, tout en faisant des stages. Après, il y a de la remise à niveau ici, des maths, du français, de l'informatique. Il y a des activités comme théâtre pour s'exprimer, pour apprendre à parler. Pour certains, l'école permet aussi de retrouver le goût d'apprendre. Trésor, réfugié politique congolais, vient d'être embauché comme électricien par la commune de Saint-Égrève. L'année dernière, j'ai fait CAP. Et pour l'instant, je suis en train de faire Bac Pro dans BP pendant 10 ans en apprentissage. Et une fois que j'ai fini mon BP, je peux faire mon BTS. J'ai envie de continuer d'apprendre. En 2014, 53% des stagiaires ont trouvé un emploi ou une formation qualifiante. L'école de la deuxième chance, financée par la région et l'État, est dirigée par les collectivités et les entreprises. Et si vous souhaitez en savoir plus, c'est journée porte ouverte à l'E2C demain, rue Aimé Pupin à Grenoble, mais aussi à Vienne et à Voiron pour l'Isère.
On passe au sport avec le résultat du tirage au sort du 8e tour de la Coupe de France de football qui se déroulera les 5 et 6 décembre prochains. Le tirage au sort a donné les résultats suivants. Évian-Thonon-Gaillard se rendra à Lyon-Duchère. Le GF38 ira à Villefranche et Annecy se déplacera au Pontcharrat-Saint-Loup ou à Limonest, à voir en fonction du résultat de ces deux équipes. Grenoble qui se met au football féminin pour les plus jeunes. Elle vient de créer une école municipale de foot féminin en partenariat avec plusieurs clubs locaux. Depuis septembre, une cinquantaine de filles âgées de 6 à 14 ans se retrouvent une fois par semaine autour du ballon rond. Damien Borelli, Didier Albrand. Entraînement, ateliers pédagogiques, mini-matchs et tournois. Chaque mercredi, des dizaines de petites footballeuses en herbe retrouvent le chemin du stade Raymond-Espagnac, dans le quartier Tesser. Encadrées par des éducatrices de la ville et des lycéennes, écartez bien le jeu les filles. Les demoiselles enchaînent les dribbles et les passes, avec visiblement beaucoup de plaisir. Avant je faisais de la gym et toujours répétait les mêmes choses. Là c'est créatif. Tu fais petit pont, tu marques. C'est pas toujours les mêmes actions. Proposez les verts, proposez. Elles sont vraiment dynamiques, elles jouent vraiment bien et ça dépense de l'énergie. Au fur et à mesure, elles apprennent à vivre ensemble et même c'est un moyen de pouvoir communiquer ensemble et pouvoir prendre du plaisir, c'est ça. Parmi les 2 millions de licenciés du ballon rond en France, peu sont des filles. Les clubs féminins pro existent bien, mais côté initiation, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup de garçons qui se vendent de mieux jouer au foot que les filles, mais après pour les filles c'est beaucoup plus compliqué de jouer en club puisqu'il y en a très peu. On doit jouer en mixte avec les garçons si on veut intégrer des clubs ou alors il n'y en a pas beaucoup, du coup c'est plus compliqué d'en avoir à proximité de chez nous. La création de cette école municipale ouverte aux filles de 6 à 14 ans, originaires de Grenoble, mais aussi de l'Agglo, se veut aussi un tremplin vers une pratique en club. Il y en a pour tous les goûts. Les filles qui veulent venir que le mercredi, une fois par semaine, passer un bon moment, s'amuser, s'éclater, elles le peuvent. Celles qui souhaitent dire j'ai envie d'aller voir ce que je peux faire de mieux, elles peuvent aller s'inscrire dans un des clubs de proximité de Grenoble. Les plus chevronnés se retrouveront peut-être un jour dans l'élite. Au fait, c'est en France qu'aura lieu en 2019 la prochaine Coupe du Monde de foot féminin. Et un résultat de hockey sur glace pour refermer cette page sport. Les Brûleurs de Loup de Grenoble se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France en battant Strasbourg hier 2-4. 4 pour les Grenoblois, bien sûr. Le Festival international du cirque s'est exposé à Voiron, en Isère. Après 13 années passées au Palais des Sports de Grenoble, les organisateurs ont choisi le parc du domaine de la Brunerie pour installer un chapiteau de 17 000 places. Marie Michelier et Christelle Nicolas ont assisté aux dernières répétitions avant la soirée d'ouverture prévue demain soir. Toutes les soirées, sachez-le, sont à guichet fermé. Sous le chapiteau, l'effervescence des derniers réglages, les dernières répétitions avant le spectacle, ou plutôt la compétition. C'est la particularité du festival, sa marque de fabrique, faire juger les numéros à l'applaudimètre et par un jury de personnalités. Vous avez demain un spectacle de sélection de 14 numéros, 14 supplémentaires vendredi soir et sur tous ces numéros-là, on va en garder que 14 pour la finale. Donc malheureusement, le vendredi soir, on va dire à certains, ça s'arrête là, parce que c'est une vraie compétition, il y a de vraies notes et le compteur est remis à 0 vendredi soir et samedi, même ceux qui ont été qualifiés remettent leurs notes à 0. Des muscles, mais pas seulement des jongleurs, des funambules, des éléphants, mais aussi des chats ou des furets. Autant d'artistes, une soixantaine venus des 4 coins de la planète et parmi eux, un pour qui les montagnes de Chartreuse n'ont rien d'exotique, un grenoblois, Topic. Plus habitué des scènes de théâtre, le clown à texte est un peu impressionné. Ouais, c'est impressionnant quand même. Et la disposition du public, c'est pas du tout la même que dans un théâtre. Il y a du monde un peu partout. Donc au niveau du jeu, il faut regarder aussi le public à gauche, à droite, devant. 4000 personnes comme ça, c'est quand même c'est un challenge quoi, un peu. Donc on verra. Pas sûr qu'une fois grimés, les spectateurs reconnaissent Topic, en tout cas les chanceux munis d'un billet. Car pour les 4 représentations de cette première édition voironnaise, comme un signe de bon présage, le show affiche complet. Voilà. Et voilà pour l'information régionale à suivre. L'édition nationale, Carole Dessler qui va revenir sur l'assaut qui a été lancé la nuit dernière par les membres du RAID et du BRI à Saint-Denis dans la région parisienne. Excellente soirée à vous sur la 3.